Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui rentre chez vous. Délivrez-vous pour parler de livres. Délivrez-vous pour mettre en avant l'intellection, l'intelligence, la culture. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Emily Prophète. Gaël Jean-Baptiste interviendra à la fin de l'émission pour vous parler de science. Mais pour l'instant, ouvrons cette émission avec notre rubrique Temps Poème. La lettre sous la langue. Je t'écris pour te dire que je vis à fleur d'encre dans une ville de béton armé. On tire lamentablement dans ma rue. Dire est déjà trop dire, le bonheur sous chloroforme. Qui habitera avec nous cet espace mensonger? L'incertitude de ce pays affonne à force de faire des promesses à des bonheurs sans complices, à des rêves de plein jour et de plein pied. Déjà l'ellipse, ma main coupée en deux. Il faut trancher. Je suis un homme qui du rebord piégé de la lune et du rebond de la lettre et du piège de l'esprit appelle la folie devant la mer en ruine. Et puisqu'il te faut un récit court, celui des fous derrière la porte des lapsus ou des masques allumés qui font un bruit de poulie dans les eaux, je t'écris pour t'apprendre que j'ai longtemps parlé avec les poings serrés pour ne pas crier avec l'horizon qui fait naufrage. Georges Castrat, poème tiré dans l'encre est ma demeure. Voici le poème du jour, le poème de votre week-end. Et maintenant, place à la biographie de notre invitée, Emily Prophète. Emily Prophète écrit pour sauver sa peau, hantée par le mal de son pays. Elle brise le silence, raconte Haïti dans des mots simples, une écriture fluide et généreuse. Au fil des pages, le lecteur se promène à travers les saisons, au détour des recoins de Port-au-Prince où elle est née, vit toujours et a pris les rênes du bureau haïtien du droit d'auteur. Après des études de droit et de lettres modernes, elle suit des cours de communication à la Jackson State University dans le Mississippi. Elle anime pendant 8 ans une émission de jazz à Radio Haïti, puis travaille dans l'enseignement pour finalement intégrer la diplomatie en tant qu'attachée culturelle d'Haïti à Genève. Emily Prophète est l'auteur de 2 recueils de poèmes, Des marges à remplir et Sur parure d'ombre. Elle offre dans ses romans une vue panoramique des préoccupations et des espoirs de la population haïtienne. Son premier récit, Le Testament des solitudes, évolue dans un univers strictement féminin où les femmes prennent la parole pour rompre la chaîne de servitude. Puis, en 2010, elle compose avec talent le portrait collectif des habitants d'une impasse de Port-au-Prince se démenant pour survivre et dont l'existence, à l'image de leur rue, semble sans issue dans Impasse Dignité. Femme active, elle collabore à diverses revues telles Chemin Critique, Bouture, Casa de las Américas, Cultura, Nouvelle Revue Française. Pendant 5 ans, Emily Prophète dirige la Direction nationale du livre en Haïti et a été directrice exécutive du Festival Étonnant Voyageur. Membre du comité de rédaction de la revue franco-haïtienne Conjonction, elle est également depuis décembre 2011 responsable de la page culturelle du journal Le Nouvelliste, le plus ancien titre de presse francophone des Amériques. En 2010, elle publie Le reste du temps. Une réflexion sur le temps, l'amitié et la mort, inspirée de sa propre amitié avec le tonitruant
journaliste Jean-Dominique, assassiné en avril 2000. Elle revient en 2015 avec une interrogation sur la distance entre soi et l'horizon dans le bout du monde est une fenêtre. À travers la fenêtre d'une maison penchée, deux personnages engagent leur solitude dans un dialogue sans mots, plein de folie et de secrets. En écho, les voix des personnages, tous des marginaux, se relaient dans ce théâtre d'ombre où perce l'envie de vivre et d'habiter le pays. Fin 2016 paraît un long texte dans la collection Haute Enfance chez Gallimard, titré Pluie d'enfance. En 2017, pour réagir à la loi sur la réputation et les bonnes vies et mœurs qui visent la communauté homosexuelle, elle dirige un livre collectif du domaine de la tolérance. Bibliographie, roman, nouvelle, du domaine de la tolérance, édition C3. Le bout du monde est une fenêtre, mémoire d'Encrier 2015. Le désir est un visiteur silencieux, édition C3. Impasse Dignité, mémoire d'Encrier 2012. Le reste du temps, mémoire d'Encrier 2010. Je te cherche, nouvelle, in Haïti parmi les vivants, Actes Sud 2010. Une envie de carnaval, nouvelle, page ailée 2009. Le Testament des solitudes, mémoire d'Encrier 2007. Poésie, sa parure d'ombre, mémoire 2004. Des marges à remplir, mémoire 2000. Je me suis mise à lire tout ce que je trouvais. Ma grand-mère me l'a interdit aussi. C'était, selon elle, une activité de fille. Fallait-il être une fille pour être bien dans sa peau? Je lisais en cachette quand elle était au marché pour écouler sa marchandise. Culottes, soutien-gorge, bas, déodorants, serviettes hygiéniques et autres accessoires qui faisaient partie de l'intimité des femmes. Ma mère l'accompagnait toujours. C'était une sorte d'assistante, pas très compétente et dont ma grand-mère s'était toujours sentie obligée de prendre soin. C'était une façon pour elle de la surveiller aussi. Lucille était une fille facile, disait-on. La folie des autres, voici la nouvelle d'Emily Prophète dans ce recueil collectif fait sous sa gouverne du domaine de la tolérance. Madame Prophète, 3e émission ensemble. Et je suis ravie. D'autant qu'on va parler de tolérance, qu'on va parler de folie, qu'on va parler de C3 édition, qu'on va parler de ta capacité à rassembler des énergies. Déjà, d'où est venue cette idée de mobiliser des écrivains autour de la thématique de la tolérance? Eh bien, cette idée m'est venue après que le Sénat de la République d'Haïti ait voté une loi presque à l'unanimité sur la réputation et le certificat de bonne vie et mœurs. Et cette loi qui est passée, mais presque à l'unanimité, je me répète un peu, et il faut vraiment souligner que Patrice Dumont a été le seul à n'avoir pas voté. Donc cette loi, et qui est une loi un peu étrange dans le monde où nous vivons, et nous sommes carrément dans une sorte de combat d'arrière-garde, où on est dans une société où il y a énormément de marginalisation. Il y a toutes sortes de marginalisation chez nous, par rapport à la couleur, l'argent, les écoles qui sont différentes, et en voilà une de plus. On décide que certains citoyens, certaines citoyennes, devraient être mis à l'écart parce qu'ils sont homosexuels ou réputés l'être. Donc et voilà, et il semble que cette loi ait trouvé beaucoup d'adhésion puisque personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé et elle fait sa route vers la Chambre des députés qui devrait en principe la voter aussi puisque nous sommes dans une société où il y a énormément de débats qui doivent être faits et qui ne sont pas faits. Une société où on a vraiment besoin de parler de tolérance. Et puis, je me suis dit un matin, mais qu'est-ce que vont dire les gens dans 5 ans, dans 10 ans, quand ils vont rire, être tristes ou vraiment se dire, mais comment nous avons pu
laisser passer quelque chose comme ça et pourquoi personne n'a rien dit. J'ai pensé au poème de Niemöller, évidemment, quand ils ont arrêté les communistes, je ne me suis pas inquiété, je n'étais pas communiste, etc. C'est un très joli poème qu'on devrait dire quelque part à la fin de l'émission. Et là, j'ai appelé des écrivains, j'ai appelé Lionel Trouillot, j'en ai parlé à Jean-Euphel Milsé, j'ai appelé Vince Wesh, j'ai appelé Mehdi Chalmers, et Lionel a pris aussi une part de la besogne. Il a appelé Christophe Charles, il en a parlé à Evelyne Trouillot, à l'atelier jeudi soir et à tous ceux qui sont là, qui ont contribué à ce recueil. Et puis, on s'est dit, mais c'est vrai, les écrivains ne peuvent pas se permettre de ne rien dire aujourd'hui. Dans 10 ans, il faudra qu'on dise, les écrivains ont parlé. Certains écrivains ont dit que ce n'était pas possible de créer plus de mise à l'écart dans la société haïtienne. Donc, il faut qu'on écrive, il faut qu'on produise quelques textes qui disent, écoutez, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe là. Il n'est pas possible de créer plus de marginalisation. Et aussi, on a pris au mot la parole de Montesquieu qui dit que les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Donc, Guy Régis a été d'accord, tout le monde a été d'accord et on a fait ce recueil, que ce soit édition a tout de suite accepté, donc du domaine de la tolérance. Donc au-delà de son objectif très pédagogique et qui a rapport avec la tolérance, l'altérité, c'est aussi un recueil qui est très bien reçu jusqu'ici par ceux et celles qui l'ont lu. Donc on espère que beaucoup de gens vont le lire, ce livre, et que vraiment on fera un vrai débat autour des différences. Voilà. On ne va même pas l'appeler l'homosexualité, autour des différences. Autour des différences. Parce que notre crainte, quand nous avons discuté, c'est qu'il y ait d'autres choses qui arrivent. Et dire à l'autre, écoutez, si ta religion c'est le vaudou, tu n'as pas le droit de fréquenter tel cercle, on doit t'isoler aussi, de dire, écoutez, les femmes n'ont pas le droit de faire ça, parce qu'une dérive en entraîne une autre. C'est fatal. Et donc, le principe même de la tolérance qui est au cœur de ce travail d'écriture pose la question de l'acceptation de la différence. Tout à fait. Mais dans ta bouche, Emily Prophète, qui a piloté ce projet, qu'est-ce que la tolérance? Mais la tolérance, c'est déjà de savoir qu'on n'est pas seul au monde et que c'est un monde diversifié, qui a tout type de gens. Multipolaire. Et on a besoin d'accepter l'autre pour qu'il y ait l'harmonie dans la société. On a besoin d'accepter l'autre pour pouvoir mieux se voir. Parce qu'on se comprend mieux quand on regarde celui qui est différent de nous. Donc, il faut parler des différences, il faut apprendre à vivre avec l'autre qui est différent et à le comprendre. Contrairement à ce que on nous fait croire depuis petit, parce que nous sommes quand même dans une société très patriarcale, très traditionnelle. C'est l'homosexuel, ce n'est pas le diable. L'homosexuel, c'est pas quelqu'un qui est bourré de vices, qui a plein de défauts et qu'il faut assassiner. C'est pas un pervers sexuel. C'est pas un pervers sexuel. Donc nous ne sommes pas devant un pédophile souvent. C'est quelqu'un qui est né comme il est. Et que nous devons apprendre à comprendre, apprendre à accepter. Et regarder ce qui se passe dans les autres pays, comment ces autres pays-là évoluent et se dire, écoutez, nous ne sommes pas différents. Et il y a quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention quand il y a eu cette vague d'Haïtiens à laisser les États-Unis pour traverser la frontière canadienne. Ils ont dit qu'ils étaient persécutés dans leur pays parce qu'ils étaient homosexuels. Parce que l'Haïtien ne peut pas dire aujourd'hui qu'il laisse son pays et parce qu'il est persécuté politiquement. Il n'y a pas de persécution politique, que je sache. Là, maintenant, c'est calme. Il n'y a pas de persécution politique. Donc, les gens font face à d'énormes problèmes économiques, ça c'est sûr. Les gens ont besoin de vivre, ils ont besoin de se créer de l'avenir. Donc, ils veulent partir. Il y a eu M. Trump et les menaces, la fin de ce qu'on appelle le TPS, exactement. Donc, les gens, il fallait qu'ils trouvent un prétexte pour dire, et nous ne pouvons pas retourner dans notre pays, donc nous sommes tous homosexuels. Et aujourd'hui, en solidarité avec ces Haïtiens-là, moi j'ai envie de dire ici que nous sommes tous homosexuels aussi, puisque nous avons besoin de vivre dans notre pays. Nous avons besoin d'être acceptés tels que nous sommes. Déjà d'un point de vue psychanalytique, dans l'évolution de ce que nous sommes, on a tous connu ce stade homosexuel. Mais le principe de bonne vie et mœurs, au fait, Emily, c'est un principe qui annihile
le principe de tolérance. Tout à fait, tout à fait. Et cette loi est particulièrement perverse dans la mesure où, quand on lit les différents articles, on se dit, mais là, c'est une incitation à la délation. Parce qu'on vous parle d'enquête de voisinage et pour délivrer ce fameux certificat. Si moi, je ne t'aime pas, D'Angelo, tu es mon voisin, je dis oui, c'est un homosexuel. Ouais. Voilà, c'est un homosexuel. Donc, c'est ça aussi le danger. Le danger, c'est d'arriver à la délation, et ça la pourrit calomnie, le lien social. Ça pourrit le lien social. Donc, il y a un vrai problème. Et il fallait que des gens, des citoyens, des citoyennes disent, écoutez, et ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut faire attention quand même. Nous avons tous les mêmes droits dans cette République. Donc, on ne peut pas créer une hiérarchie entre les hétérosexuels et les homosexuels. Donc, les hétérosexuels ne sont pas supérieurs aux homosexuels. Et la sexualité d'une personne relève de la vie intime, de la vie privée. Oui, je me demande tout le temps pourquoi ça nous concerne, ce qui se passe dans le lit des gens. Voilà. Pourquoi on a un jugement sur les orientations sexuelles des gens? On ne peut pas aller dans les slips et sous les draps des gens pour découvrir si oui ou non ils sont homosexuels. Donc la loi permet à ce moment-là, cette loi peut permettre d'interroger le conjoint de la personne. Ouais. Écoutez, elle est performante, il est performant. Autant qu'on y est. Et ça veut dire qu'il est vraiment homosexuel, hein, celui. Alors, dans ta préface, Emily, il y a quelques énoncés définitifs qui sont très marquants. Tu écris « Ce qui n'est pas juste au regard de la loi l'est souvent humainement. Les lois ne sont quelquefois que l'expression de la peur de ce qui dort en nous, peur d'écouter aux portes des cœurs et des corps. C'est pour cela que la littérature est plus efficace que les lois. Elle sait être généreuse, elle sait comment lier les gens au-delà du futile. » En fait, quand nous sommes dans les jugements de valeur, nous sommes dans le futile et tu poses le principe même de la loi. Tu es en train de penser sur la validité des principes de régulation sociale. Absolument. Et il y a aussi dans une phrase de Léo Ferré que je cite dans ce livre qui dit « Ce qu'il y a d'encombrant avec la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Ouais. » Donc, des législateurs ne peuvent pas uniquement s'appuyer sur la morale pour faire une loi. Donc, parce que ce qui vaut pour quelqu'un ne vaut pas pour... Oui, la morale est subjective et elle évolue dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, parce que moi, je connais des pays où des femmes doivent se couvrir la tête. Il y a des religions où les femmes ne portent pas bijoux, ne portent pas de bijoux, ne portent pas de pantalons. Donc, les choses varient d'une personne à une autre, d'une conception à une autre, d'une religion à une autre. Donc, à ce moment-là, il faut faire extrêmement attention parce que l'action de l'État est fondée sur le principe de la légalité et de l'égalité aussi entre citoyens dans une société. Ça veut dire que l'État doit être au-dessus des jugements. Au-dessus des jugements et voir ce qui, finalement, peut créer la bonne vie, puisqu'on parle de bonne vie et mœurs. Parce que nous rêvons tous d'avoir une bonne vie dans la société. Le débat aussi est là. Et c'est quand la notion de mœurs intervient que c'est compliqué. Qu'est-ce que la bonne vie? Les bonnes mœurs, c'est quoi? Mais ça, c'est une question fondamentale qu'il faudrait poser. À quel moment telle mœurs est bonne, à quel moment telle autre mœurs peut être considérée comme étant dégradante? C'est clair. Et c'est clair aussi que l'État doit pouvoir protéger les plus faibles, doit pouvoir protéger les enfants, mais il ne faut pas créer de confusion, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un homosexuel n'est pas un pédophile. Oui, il faut être clair là-dessus. Il faut être très clair là-dessus. Et en même temps, l'homosexuel n'aime pas tous les garçons. Très souvent, on tombe dans ce cliché. Dès que le monsieur il est réputé gay, tous les garçons ils prennent attention. Mais le mec, il aime certains hommes, mais pas tous les hommes. Pas tous les hommes. C'est comme pour les lesbiennes. Les hommes fabulent beaucoup. Écoutez, lui, il est homosexuel, je ne vais pas m'asseoir autour d'une table avec lui, etc. C'est n'importe quoi. Mais vous n'êtes sans doute ou peut-être pas son genre. Donc, l'homosexuel ne se jette pas sur tout ce qui se passe, sur tous les hommes qui passent. Moi, ce n'est pas un prédateur sexuel. Non, ce n'est pas vrai. Il y a énormément de clichés qui circulent et c'est pour ça qu'il faut faire de vrais débats. Donc, on ne peut pas légiférer à partir de clichés. Est-ce que Emily, Prophète, l'hyper-religiosité d'Haïti a surdéterminé
la promulgation de cette loi? Ah, sans doute. Parce que le président du Sénat de l'époque, et qui est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect et d'amitié d'ailleurs, Yuri La Tortue, je l'ai entendu sur une station de radio dire que, que sa foi religieuse est intervenue dans son choix. Donc voilà, et qu'il ne Comment pouvait un homme pas... d'État peut-il oser dire ça? Qu'il ne pouvait pas, donc c'est la foi religieuse des sénateurs et sénatrices. Donc voilà, il y a une surdétermination, comme tu dis. Donc ce qui n'est pas normal, parce que la République est diverse. Et justement, on va de plus en plus, et ces derniers mois, on a entendu parler de persécution contre les vaudouisants. Oui. Donc il y a beaucoup, la religion intervient énormément dans l'espace public. Et là, c'est un débat qu'il faut faire aussi. Quant au Champ de Mars, on ne peut même pas accéder au musée du Panthéon national parce qu'il y a une journée de prière et que ça crie dans tous les sens. Il y a un problème. C'est un phénomène qu'il faut interroger parce que n'oublions pas qu'Haïti se dit une république laïque. Oui. Et peut-être que ce climat hyper religieux a fini par dépolitiser le sujet haïtien. Où l'haïtien se dit, j'ai quand même un visa pour l'au-delà, j'ai quand même un visa pour le pays où il y a des vierges, où il y a le miel qui coule. Et du coup, ce qui se passe ici ne me concerne pas. Le monde est derrière moi, la croix est devant moi. Voilà, oui, ça détache les gens de ce qui est matériel et utile, entre guillemets. Les gens deviennent des illuminés. Des illuminés, les gens, ils prient beaucoup. Donc, c'est une forme de drogue aussi. Oui. Parce que les gens ont énormément de problèmes et pour faire face à ces problèmes-là, ils prient sans arrêt. Et partout, si on a vraiment beaucoup de problèmes d'infrastructures publiques, d'infrastructures tout court dans le pays, on ne manque pas d'églises. Ouais. Et tu remarqueras qu'on a construit plus d'églises que d'écoles depuis le tremblement de terre. C'est vrai. Donc voilà, la religion, elle est partout. Et l'aide à la religion est vraiment prise en charge. Quand vous voyez des groupes arriver avec leurs t-shirts au dos, telle église qui vient du fond du Texas. Les délégations américaines. Voilà, ça vient du fond du Texas, ça vient du fond du Wisconsin, ça vient du fond de l'Ohio. Ces gens font un vrai travail. Et ce qui me fait rigoler toujours, Emily, je suis sûr qu'aux États-Unis, il y a des athées. Il y a des gens qui n'ont pas été touchés par la religion protestante. Absolument. Pourquoi ils ne restent pas chez eux pour évangéliser? Tout à fait. Parce si que déjà chez eux, il y a le problème. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et puis ici, le terrain est fertile. Les gens sont pauvres. Les gens ont du temps. Parce que ça aussi, ça compte. Ils ne travaillent pas. Les gens ont du temps parce que la religion profite. Et c'est un joli terrain pour la religion, le temps. Parce que ce qui nous manque aujourd'hui, et ici, en fait, pour ce qui manque peut-être à quelqu'un comme toi, c'est du temps. Ça veut dire, tu aimerais un jour acheter du temps parce que la journée de 24 heures suffit même elle pas. est quand même assez insuffisante pour l'agenda que tu te fais. Tu vois, tu as 3 livres à lire, il faut quand même dormir, il faut quand même te déplacer, il faut faire tes émissions, donc c'est du boulot. Donc il te manque du temps. Mais il y a des gens qui en ont beaucoup. Et la religion s'accapare de ce temps. Et aux États-Unis, les gens n'ont pas tout ce temps. Ils travaillent. Ils travaillent et ils ont accès à des divertissements aussi. Ce qui n'existe pas ici. Ce qui n'existe pas ici. Mesdames et messieurs, Emily Prophète est sur le plateau Délivrez-vous du domaine de la tolérance, recueil de nouvelles que je vous invite à lire qui traite du problème même de l'acceptation de la différence. Le temps de votre première respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Comme nous avons un projet, pas nous, comme nous avons estimé notre gène pour nous gagner mot, nous devons honorer,
Nous te prenons temps à plier inscription qui sous toute caveau pour nous arriver joindre 2 amis qui enterrés côte à côte pour ne pas jamais séparer. Jou ça, tant t'es sonne, mais nous te gain projet. Gros l'espoir traverser la vie ensemble et puis arriver construire un caveau dernier modèle avec une petite galerie barrée avec fait forger pour les nous mourir si nous gain pouvoir zombies amis, nous va gagner un côté pour nous chita chaque soir pour compter les étoiles et puis raconter souvenirs nous. Jou ça, nous pas de fait seulement, mais c'était tant coup parce que jou ça, nous arriver comprendre zami taille. C'est celle situation qui bon droit, tant des petits voix qui sortent loin en dans nom l'autre là et puis fait tout ça ou capable pour comprendre ni. Ça c'est une nouvelle, j'avais fait le lycée, cimetière tout bout qui gagne toute importance li dans imagerie populaire haïtien. Le fait le lycée qui surprend moi en pile la nouvelle li. Ça sont belles nouvelles. On se mettait en contact 2 amis, gagne une qui finalement vient une orientation homosexuelle. L'autre ami vient un petit gens compliqué dans la relation. Il va avoir une soukipier pour le danser. Et absolument. Et son recueil qui fait en 2 langues. Oui. Il y a des contributeurs, tant Inema Jeudi, Guy Gérald Ménard, Jean-Euphel Milcé, qui baillent des textes en créole. Mais c'est des textes magnifiques. Mais textes Jean-Euphel Milcé sont textes exceptionnels. Et il y a pile monde qui relaie pour parler de textes là. C'est mettez 2 amis, 2 timouns en situation. Côté timoun li gon orientation que lui même ni poko même découvrir et puis adulte yo getan ouais c'est ça lié et timoun ça li fini par pas à l'école et puis aller dans une sorte d'exil dans des chancan. Donc son nouvelle qui est extrêmement touchant et chaque mot, chaque bagage conduit dans des bagages ou buté sur eux, on dit oui, me connais attitude ça. Et c'est pas qu'à nouvelle Jean-Euphel Milcé seulement, c'est toute nouvelle. C'est peut-être ça recueil là très pédagogique, mais yon monde pas de bail l'autre le mot. Par exemple, le prétexte Evelyne Trouyoa qui parle de et jeune homme Simon ça que oncle était recueilli et puis oncle sont qu'a parler l'église, qu'a parler aux frères et sœurs. Voilà, qu'a parler adresser l'assemblée qui vraiment te mettait en situation pour ignorer un clan, laisser un clan tomber parce qu'elle était honte. Voilà, parce que les gens qui a prié souvent, c'est eux qui ont moins d'humanité. Parce que ça, c'est une affaire d'humanité au final. Comprendre l'autre, l'accepter, le tolérer, c'est de l'humanité. Ça fait appel à des sentiments et même pas nobles. En fait, c'est ça, parole et l'évangile là. C'est la tolérance, c'est l'humanité. C'est aime ton prochain comme toi-même. Sans le juger. Donc, au monde qui l'évangile, pas doit juger l'autre monde sous choix de ville, en principe, d'après la bonne morale chrétienne. Mais j'ai une question quelque peu fondamentale pour toi, Emily Prophète. À ton avis, pourquoi l'homosexualité dérange-t-elle? L'homosexualité dérange pas qu'en Haïti. Ça, pas qu'en Haïti, mais c'est la peur. C'est la différence. La peur de la différence, la peur de n'être pas aussi au fond homosexuel. Et aussi la puissance, parce que l'homosexualité dérange beaucoup plus les hommes. C'est la puissance. Tu vois, c'est la domination. Dominer l'autre sexe qui est fait pour être dominé, et c'est la personne sent qu'elle perd une forme de pouvoir. Du coup, entre 2 garçons, il y a moins d'espace pour la domination masculine. Il y a moins d'espace pour la domination masculine. Ça, c'est des explications qui peuvent être contredites, évidemment. Bien sûr. Mais c'est ma lecture. Nous sommes sur des pistes déjà, pour comprendre. Et évidemment, et la peur de la différence. Parce que dans tous les pays, c'est ce qui occasionne les guerres de religion, toutes sortes de guerres. C'est une tentative d'uniformisation. Ça veut dire la personne doit me ressembler. Donc, si cette personne ne me ressemble pas, je vais l'ostraciser. Je vais l'éliminer. Elle a un défaut. Et ça se passe entre les religions aussi. Vous voyez, vous allez voir quelqu'un qui est adventiste vous dire, écoutez, les témoins de Jéhovah, c'est n'importe quoi, voilà ce qu'ils font. Et cette personne va dire, le catholique, lui, il adore les saints, etc. La Vierge Marie. Donc, toutes sortes de prétextes pour ostraciser l'autre et pour essayer d'uniformiser autour de lui. Ça veut dire, tout le monde doit être comme moi, puisque j'ai la vérité, je détiens la vérité. Est-ce que dans cette haine de l'homosexualité, il y a aussi cette haine du principe de la sexualité pour de la sexualité?
Les homosexuels ne vont pas peupler, multiplier la terre. Voilà, et c'est pour ça que c'est souvent au nom de la Bible que les gens ils persécutent les homosexuels. Parce que ils vous disent, le principe c'est une maman, un papa. Oui. Deux homosexuels ne peuvent pas procréer, ça veut dire que c'est contre nature. Voilà le mot. C'est contre nature. Parce que la nature exigerait qu'un couple fasse des enfants. Alors que ces couples-là décident de s'aimer, tout simplement. De s'aimer, c'est de l'amour. Voilà, ils sont ensemble, ils ne dérangent personne. Donc pourquoi vouloir les éliminer? Pourquoi vouloir légiférer contre l'autre? Guy Gérald Ménard, Menimeowa. Dans le quartier côté yo rete, ti moun toujours a embêté yo. Yo ba yo tout nom. Dédé l'église, vieille fille, fofolle, Lili passé youn, ou l'autre la coûte. Moun te tellement habitué ouais yo ensemble depuis les yo pas qu'à songer. Ma tante, c'est comme ça que moun te connaît les yo. Yo te vin fait partie environnement. Qui Jean? Qui est-ce qui découvrit dès ma tante yo, te yon coupe ma divine? Personne pas connaît. Moi mais saisissement qui gagne dans texte là. Me saisis me fait oh, comment on fait deux ma tante, deux vieilles filles, ma divine au final. En fait, les gens des fois sont dans des sexualités cachées. Les gens sont dans des sexualités cachées pour se protéger. Pour se protéger, c'est pour ça qu'on parle de coming out. Ouais. Le mot anglais qui faire son coming out. Voilà, son outing. Donc, les gens se cachent pour se protéger. Parce qu'ils savent, depuis petit, ils ont appris que ce n'est pas légal, ce n'est pas bien, qu'ils sont dans la faute. Donc, aimer cette personne serait une faute. Et vraiment, c'est pour ça que ça doit être pédagogique. Parce que c'est bien, il y a des clichés, c'est bien ancré dans la tête du petit garçon, dans la tête de la petite fille. Et il faut tuer les homosexuels, il faut les mettre à l'écart, etc. Et tout ça influe sur beaucoup de choses. Dans la littérature haïtienne, par exemple, il n'y a pas énormément de livres où on trouve des personnages homosexuels. C'est vrai, c'est comme si on n'avait pas d'homosexuels dans la société. Ouais. Et ça n'existe pas. Il n'y a aucune société au monde où il n'y a pas d'homosexuels. Ah ouais. Même chez les moines tibétains, j'imagine qu'il y en a quelques-uns. Il y a des homosexuels partout. Et le fait de pouvoir en parler, le fait de lever le voile et de dire, écoutez, c'est un débat qui doit être fait, faisons-le. Donc, ça ouvre plein de perspectives pour des gens qui vont se dire, écoutez, pourquoi ne pas ouvertement faire un débat sur la question de l'homosexualité, comment elle est dans la société, comment elle est perçue et quels changements et de mentalité devraient être opérés pour qu'il y ait plus d'harmonie, pour qu'il y ait moins d'hypocrisie. Parce qu'il y a des gens qui sont homosexuels et qui se trouvent obligés de vivre dans un couple hétérosexuel. Et à ce moment-là, ils ont une double vie. Ouais. Et ils sont obligés pour la galerie de s'afficher en hétéro, alors qu'au fond, dans leur vie intime, dans leurs vraies orientations, ils sont homosexuels. Voilà. Alors, il faut dire que Guy Régis Junior, l'un de tes contributeurs, a fait un texte mais résolument contemporain. Lui, il s'en est pris au sénateur carrément. Il a mis le sénateur dans le chaudron. Il écrit que je me perde à te voir. À chaque fois, j'avoue. J'avoue que je perds pied, que je me perde, que tu m'enfonces, que je m'enfonce à te vivre, à nous vivre, que je m'enfonce quand tu me prends. Je te l'ai dit que je suis ta putain, je suis ta putain, je suis ta putain de fille. Prends-moi, j'aime que tu me prennes comme cela, oui, comme tu m'emplis, bande, dur, bande et emplis-moi. Mais quel provocateur ce Guy Régis Junior. C'est un texte qui s'appelle Moloulou. Ouais, voilà, Moloulou. Ouais. Le personnage parle à son amant, et il dit très bien, tu as fait cette loi, mais il n'est pas bon pour nous. Le sénateur qui a fait la loi est lui-même homosexuel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, Mounio peut-être gay de sexualité à pour refouler et qui exprimait... Il n'est pas homosexuel. Le sénateur? Tu parles du texte là. Dans le texte de Guy, ouais. Dans le texte de Guy. Non, dans la vraie vie, je ne suis pas là. Le sénateur La Tortue, je ne suis pas dans la vraie vie, je suis dans la nouvelle. Non, ce n'est pas le sénateur La Tortue qui l'a fait, c'est le sénateur Zokiki. Zokiki. Donc, non, en fait, c'est des situations, parce que l'écrivain, ce qu'il fait, il crée il met en scène, il est dans la fiction, mais la fiction, c'est rien d'autre que la vraie vie. Ouais, c'est du mentir vrai. C'est du mentir vrai parce que c'est des situations possibles. C'est des situations possibles. Nous sommes dans la fiction et la fiction, c'est une réalité. C'est une réalité. Voilà, je ne vais même pas dire une réalité parallèle. C'est une réalité possible et plausible.
Donc voilà. Et il faut compter avec la fiction pour organiser voilà, le réel parce que dans lequel nous vivons. Tout ce que vous lisez peut arriver. Tout ce qu'on lit dans les livres, même dans les fictions les plus extraordinaires, et peut arriver. On peut citer Jules Verne, on peut convoquer Jules Verne, on peut convoquer George Orwell. Ouais. Donc voilà, ce sont des situations, même si elles ne sont pas vraies tout de suite, elles vont devenir vraies, elles peuvent devenir vraies. Voilà, parce qu'il y a un siècle, les gens rêvaient d'aller dans l'espace. Quand Jules Verne écrit 20 000 lieues sous la mer, donc et voilà, il n'imaginait pas que les gens iraient... Nous sommes maintenant à 20 000 lieues sous la mer. Sous la mer, le Nautilus est devenu... Voilà, on a dépassé le stade du Nautilus, etc. Donc tout ça, ce sont des situations qui peuvent exister. Donc l'écrivain crée, et comme voilà, il crée cette situation et... Voilà, on doit, et elle devient vraie. Carrément. Parce que là, on est en face d'une réalité qui nous pousse à nous interroger sur un certain nombre de choses et sur nous-mêmes. Donc Guy Régis, il a fait ça. Et il a continué à enfoncer le couteau. Il dit, vas-y, tranche-moi, fais ta loi, vote, vas-y, fais mon procès. Durement, harangue-moi, mets-moi à genoux. Tu veux que je crie? Tu voudrais m'entendre hurler? Toi, grogne, j'aime que tu grogne. Vas-y, fais le cochon, mon Sénat, mon petit sénateur. Là, je me suis dit, Guy, attends. Là, il est à fond dans la provocation, il va très très loin. Mais on sent de l'énervement de créateur aussi. Oui, il y a on sent qu'il se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire dans la chambre des gens? Oui, qu'est-ce qu'on va faire sous les draps des gens? Voilà, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas marginaliser des gens. Voilà, la réputation. Mais ma réputation n'est pas forcément vraie. Il y a des gens qui se fabriquent une réputation. Toi, tu as une réputation de grande gueule, non? Oui. Je ne sais pas qui m'a fabriqué cette réputation. Donc voilà, donc on n'est pas forcément, en harmonie avec la réputation que l'on a. Et il ne faut pas réduire les gens au pire d'eux-mêmes. Voilà, et vous allez pour des raisons, pour différentes raisons, des fois dans les quartiers, des gens disent cette femme, c'est une pute. Mais alors que ce n'est pas vrai, parce qu'elle s'habille en portant un pantalon trop serré, parce qu'elle porte des jupes trop courtes, parce qu'elle se maquille trop, les gens vont jusqu'à dire que c'est une pute. Et parce que ce jeune homme-là, il a mis un pantalon rouge, parce qu'il a ouvert un magazine et qu'il a vu que les pantalons rouges, les pantalons jaunes, les pantalons très colorés étaient à la mode, et tout le monde dit qu'il est homosexuel. Et voilà qu'il n'a pas son certificat de bonne vie et mœurs qui doit lui permettre d'entrer à l'université. On ne peut pas créer la loi, on ne peut pas légaliser l'injustice. Mais mine de rien, ça va vraiment jusque-là, maintenant que tu as mentionné la notion d'université. Le fait d'être homosexuel, donc de ne pas avoir un certificat de bonne vie et mœurs, ça peut empêcher à un individu d'avoir accès à de la formation. Absolument. Par rapport à son orientation sexuelle. Tout à fait. C'est extrêmement grave. C'est très, très grave. C'est très, très grave. Heureusement que Guy Régis, il est là avec son loulou. Il dit, pourtant moi, je n'ose même pas te regarder langoureusement comme j'ai toujours envie de te regarder. Pourtant ici, nous hommes, nous aussi, nous marchons main dans la main. Même cela, ils peuvent nous l'effacer. L'amitié qui se tient main dans la main. Cela, oui. Si nous laissons faire, ils peuvent trucider l'amitié. Cela, oui. C'est vrai, c'est vrai. Souvent, il y a des hommes qui marchent main dans la main. Et voilà, nous avons des gestes. Nous sommes très tactiles dans la société haïtienne. Même dans le rire, l'haïtien touche. Il touche, ou bien vous voyez les gens marcher bras dessus, bras dessous dans la rue. Donc, est-ce qu'il faut suspecter chaque personne qui aime une autre? On peut aimer au-delà de la sexualité. D'ailleurs, l'amour au-delà de la sexualité est plus durable. Donc, il ne faut pas nous l'effacer, ça. Il ne faut pas nous l'effacer. Parce que deux jeunes femmes maintenant peuvent refuser, réchigner à l'idée d'aller prendre un verre ensemble. Tout à fait. Deux hommes peuvent maintenant réchigner. Est-ce qu'on ne sera pas taxé d'homosexuel si on est deux mecs et on prend une bière ensemble? On est même... Et le danger est partout. Vous avez un personnage homosexuel dans votre livre, automatiquement, on dit cet écrivain-là, il doit être homosexuel pour aussi bien comprendre la vie des homosexuels, il a dû faire l'expérience. Et là, la personne qui vous dénonce apporte la page du livre dans lequel vous décrivez une relation homosexuelle. Donc, c'est terrible. Donc, ce n'est pas banal. Et c'est pour ça que c'est un livre du domaine de la tolérance est aujourd'hui un livre nécessaire. On doit pouvoir affronter ça dans la société pour faire le débat et pour dire que cette loi, elle
affaiblit les lois nécessaires parce que c'est une loi inutile. Et elle ronge le lien social. Lionel Trouillot, sa nouvelle a pour titre Parabole de la main tendue. Et là, il nous fait du Lionel qu'on ne s'attendait pas du tout, c'est du rap. Oui, en fait, Lionel, c'est du vieux Lionel. Ouais. C'est du vieux Lionel parce que je lisais Lionel et il y a une vingtaine d'années. Il écrivait comme ça presque. Donc il avait un texte qui commençait en disant « Gueule les en croix portant la vie à bout de bras, toutes ces formes de mourir, toutes ces formes de chier comme un chiot ». Là, c'est du vieux Lionel. Ouais. J'ai été toute surprise. Et comme j'ai eu le privilège de lire le manuscrit de son dernier livre qui sort en automne, « M'appelle pas capitaine », il est encore dans ce style-là. Donc voilà, et il faut le découvrir, là, ce vieux Lionel, dans un texte magnifique, mais qui demande beaucoup de respiration. Ouais, carrément. Ça bat la mesure, ça va très vite à certains moments. Du domaine de la tolérance sous la direction d'Emily Prophète, voici définitivement le livre à lire pour ce mois de février, pour apprendre à vivre avec l'autre, pour supposer aux gens une humanité et les honorer. Le temps de votre deuxième respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Ballet Masque de Mehdi Chalmers. Ce n'était pas qu'il me faisait de l'effet, mais j'étais tout jeune, mal défini et flou, inachevé, curieux. J'aurais pu me laisser faire, aurait pu, et n'est pas. Qui est celui qui regarde se passer? Rien n'est fixé, enfin, j'ai bien fait. Et donc il est mort, pas surprenant, tué. On l'a retrouvé sur son lit, battu à mort, avec un jeune amant. Les visages boyés par une haine railleuse et animale. Derrière les tuméfactions du compagnon, j'ai la désagréable sensation de me reconnaître. L'image sur l'écran semble lointaine d'habitude, encerclée par les commentaires ou du fil vert de conversations sur WhatsApp. Je préfère ne pas lire. Le sang sur la photo, objectivement piètre et mal cadré, semble là, plus HD que la réalité. Un peu trop liquide, et de la bile me monte à la bouche, ou l'impression que de la bile devrait me monter à la bouche. Enfin, j'ai bien fait. Ce n'est pas une vie, ce n'est pas une voix, rencontre, plaisir, penchant, voix, perversion, être caché, peur, crachat, tuméfaction, photo, pas ma voix. Le garçon me ressemble à son âge. Fuir, aller, trouver son coin. Quelques personnes existent. Je veux dire, quelques personnes qui peuvent te voir et te laisser être. Des espaces, des recoins. Apparaître pour se cacher vite, comme les rats. Là, pas là, voir l'autre. L'autre qui me diffère. Le tordu, le dégoûtant, l'inverti, perverti, vicieux. Quel vice, le plus grave, le désir du corps. Voir l'autre, l'obscurité demande un certain type de vision, un écarquillement du pervers, presque criminel, pour considérer quoi? Ne pas le vomir, ne pas le haïr. Quoi? Un corps? Trop demandé? L'ordre? Chercher le corps d'une femme? Mon problème? Plus mon problème. Jamais été cela. Aimer les femmes est facile, y accéder aussi. Douceur, apprendre à l'aimer, fut assez simple, mais il reste encore là, le garçon jeune, flou, inachevé. La bêtise est que tout ça n'a pas d'importance, mais pour lui, qui ne me faisait pas d'effet et qui était vieux en plus, ça avait de l'importance. C'était une partie de lui importante, pas tout, mais importante. Le gris, le flou, l'audace aussi, le clair, l'intelligence de l'ancien jésuite, classique, le vieux briscard qui a vu la vie. Je devine les lieux et les actes, lieu d'où revient ce sourire rusé, rusé en diable,
qui sait ce qu'est séduire, diaboliquement. Diaboliquement, sa voix, brillante, zébrée de rire, ne me faisait pas d'effet, pas vraiment, mais il aurait pu si je voulais. C'est la nouvelle de Mehdi Etienne Chalmers, qui est un très jeune auteur. Un très jeune auteur. Qui a déjà publié 2 livres. Qui a déjà publié 2 livres, mais j'aime beaucoup ce texte qu'il a écrit. C'est la première fois que je le lis dans un texte aussi long, dans de la fiction, parce qu'il est d'abord poète. Et j'ai beaucoup aimé son texte. J'ai vraiment beaucoup aimé son texte, ce regard, et puis cette intimité. Donc voilà, un des textes vraiment qui... Les textes sont beaux. Tous les textes sont magnifiques dans ce livre. Et puis, bien entendu, Inéma Jeudi, qui a fait son Inéma Jeudi. Absolument. Je n'ai pas été surpris pour aborder la tolérance. Inéma qui dit « Pour mourir tant coup bon Dieu pépé, me fait fête exaucement ancien parole. Parole qui gagne régli selon poids caresse là. Me réunit espace gaga, kokoda ya pam nan feuille malanga, ensemble nous gazouiller sa cimetière pensée, nous gagari fait là, mandé rein prêté, et puis gouiller dans des vents qui a couché tendresse, philosophie mounale. » Magnifique. Magnifique. Vraiment, je pense que la langue créole, là, Inéma est en train de rendre un service extraordinaire à la langue créole parce qu'il ose, il y va, et puis on se dit, mais ça, j'aurais pas pu le trouver. Je me suis quand même dit gouiller dans des vents. Oui. Je me suis imaginé le vent, et puis je me dis, comment on a qu'à faire gouiller des vents? Mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. Déjà, monsieur, un principe de tolérance dans tout là. Tout à fait. On va gouiller des vents. Et non, des gouiller quand même. Donc, mais Inéma lui-même, sa poésie, c'est une sorte de bourrasque. Oui. Voilà, il passe avec les mots qu'il veut, il dit ce qu'il veut, mais quand il met les mots ensemble, on apprécie toute la beauté de la phrase qu'on entend ou du mot qu'on entend. Ça donne à un longueur de ensemble journée. très agréable. Donc voilà, ça goûte bien. Ouais. Voilà, c'est beau, ça fait de l'effet, gouiller dans des vents. Ouais, on sent qu'il prend aussi un créole qu'on ne parle pas trop. Oui. Un créole rural mélangé avec un créole urbain, monsieur mélangé ensemble. Monsieur écrit, alors que tripoteur la connaît, c'est que moun qui poète. Les cas produit défaut, assez défaut pour nous remettre dans voisinage coup de bas avec pachat yopito. Ça, c'est un système qui te déroute en même temps. C'est une mise en forme esthétique qui, à mon avis, dans toute nouvelle qui gagne, c'est peut-être Inéma qui a opté pour la poésie. La poésie, c'est Inéma. Voilà, c'est un texte long. Ouais. Là, il fait vraiment une proposition décapante. Oui. Et je pense au relais Inéma, on dit Inéma, une nouvelle. Inéma Doupin, qui est Thomas fait nouvelle. Non, on n'a pas donné de consigne particulière. On a juste expliqué pourquoi il fallait faire un texte pour ce collectif qui allait s'appeler du domaine de la tolérance. Et tout le monde a choisi, les gens ont librement choisi le style, le genre. Ouais. C'est comme Evin Swesh qui a choisi d'écrire une lettre. Oui. Voilà, il a écrit une lettre à mon frère. Donc, et Christophe Charles, lui, qui fait l'ombre du dictateur. L'ombre du dictateur. Ouais. Il nous laisse sur une grande fin, Christophe Charles. Ah, pour le coup, Christophe, il nous a même violentés à la limite. L'aime qui vient faire nouvelle là, me virer page d'Aimli. Ouais, moi aussi. Continuer à lire. L'aime garder moi pas gagné. Moi, j'ai eu un doute sincère. Quand j'ai reçu son texte, j'ai appelé Lionel Trouillot parce qu'il l'avait envoyé à Lionel. Et Lionel, on aurait pu mettre sous la direction de Émilie Prophète et de Lionel Trouillot parce que lui, il a été à la cueillette de certains textes et moi, et j'ai vu d'autres écrivains. Donc, c'est lui qui avait la charge de contacter Christophe Charles. Et là, j'ai appelé Lionel, j'ai dit à Lionel, es-tu sûr de n'avoir pas oublié de m'envoyer le reste? Il m'a dit, je suis sûr, puisque j'en ai parlé à Christophe, qui a réfléchi un petit moment. Il m'a dit qu'il allait voir et éventuellement proposer une suite, donner la suite. Parce que là, définitivement, il y a une difficulté, comme on dit. L'excipit, c'est quand même, je tournais à droite, Grand Rue, vers Radio Haïti. J'avais aussi quelques craintes. C'est pourquoi j'avais tant flâné et n'étais pas allé carrément au but. Comment Abélard m'accueillerait-il? Serait-il courtois, brut? Accepterait-il? N'accepterait-il pas? J'étais arrivé devant l'immeuble de Stepover. Au-dessus se trouvait la radio. Voilà. Du coup, et puis, on tourne là. Mais il n'y a plus rien.
Donc, j'ai dit à Lionel, tu es sûr de... Il m'a dit, oui, oui, j'ai même demandé à Christophe qui m'a dit et qu'il allait m'envoyer une suite. Et puis finalement, je l'ai rencontré. Il m'a dit non, il n'y aura pas de suite. Donc, d'accord, ça va être comme ça, c'est comme ça. Là, la totale liberté du créateur qui Total. laisse le lecteur sur cette fin. Tout ça, ça fait un recueil de nouvelles, mais hétéroclite, riche, avec plusieurs voix, magnifique. avec plusieurs esthétiques qui s'entrecroisent. Et ça se lit facilement, on saute d'un genre à un autre, d'une surprise à un autre, mais tout ça reste très pédagogique. Très pédagogique quand on lit Evelyne Trouillot, quand on lit Jean-Euphel Milcé. Donc nous sommes en face de situations, et on est plus ou moins désespéré à la fin de chaque texte. Oui, On se dit, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Désespéré, et on se questionne. Toi, Emily Prophète, tu commences ta nouvelle en disant très tôt, j'ai compris que j'étais imperméable à toute forme de croyance. J'avais, à 8 ans, plus ou moins fait comprendre à ma grand-mère que je ne sentais ni comprenais rien, même en me concentrant, en fermant les yeux de toutes mes forces lors des longues séances de prière auxquelles elle me forçait à prendre part. Elle fut, dans un premier temps, dubitative. Je l'ai surprise ensuite, plusieurs fois, les yeux fixés sur moi, oubliant sa ferveur, sortant de ces épisodes de transe qui lui valaient l'admiration des autres dames qui, comme elle, arpentait les maisons pour prier, faisait le jeûne tous les jeudis et répétait 10 fois par jour que Dieu était le début et la fin de tout. Voici là une petite peine d'ironie que j'ai adorée. Même en se concentrant, il n'y est pas arrivé, quoi. Mais des fois, on se dit, mais comment les gens y font pour aller à l'église 2 fois par jour et pour prier constamment? Il y a des gens, effectivement, qui sont imperméables à la religion, qui sont imperméables aux croyances. Et comme nous sommes dans une société où la religion prend de plus en plus de place, les gens sont surpris quand moi je leur dis que je ne vais pas à l'église. Une fois, j'ai dit à la radio, il y avait une sorte de blague entre moi et mes collègues du panel magique. J'ai dit, écoutez, moi, je ne vais pas à l'église. Et après, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais comment ça, vous n'allez pas à l'église? Moi qui vous admire tellement, j'ai été déçu d'apprendre que vous n'alliez pas à l'église. Donc ça aussi, ça peut faire l'objet d'un livre. Et on a discuté déjà, et avec les contributeurs et aussi d'autres personnes, pour qu'il y ait un acte 2, un acte 3 du domaine de la tolérance. Parce qu'il faut parler du vaudou, il faut parler des religions, il faut parler de toutes sortes de sujets et qui méritent qu'on réfléchisse dessus et vraiment qu'on fasse un appel à la tolérance. Absolument. Et ta nouvelle à toi, Emily Prophète, qui a pour titre La folie des autres, pose en filigrane le problème de l'éducation des hommes. Comment il y a tout un paramétrage phallocrate qui borde l'éducation des jeunes garçons. Tu écris, André a 6 ans de moins que moi. On ne se ressemble pas du tout. Il a toujours été bruyant et bagarreur. Il s'est toujours battu à ma place. Malgré notre différence d'âge, c'était lui mon grand frère. Les copains du quartier n'osaient pas se moquer de moi à cause de lui. Ils ne m'invitaient pas à leur jeu, mais cela me convenait très bien. C'est un garçon qui parle. Je n'aimais ni le football, ni le jeu de billes, ce qui pose problème déjà pour un garçon. Je restais le plus souvent à la maison quand il n'y avait pas classe. Aidais Janine dans les travaux ménagers. Un garçon, ça ne fait pas ça. Elle m'avait découvert de grands talents de cuisinier et avait cru bien faire en parlant à ma grand-mère, qui l'avait violemment prise à partie. Elle avait pleuré et prié toute la nuit. J'en avais eu de la peine. Depuis ce jour-là, je suis interdit de cuisine et de toute tâche ménagère que Granny estimait être pour les femmes. Voilà, c'est très stéréotypé, l'éducation. La façon d'élever un garçon en Haïti. Voilà, il est élevé comme un petit mâle, un petit coq. Voilà, un petit coq, il ne fait pas à manger, il ne fait pas de ménage. Pas de lessive. Il ne s'occupe de rien. Voilà. Il joue au football. Il joue au foot, il joue aux billes. Voilà. Et voilà, ça, c'est des tâches qui sont assignées aux filles. Ce sont des choses qu'il faut changer aussi. C'est ce que tu appelles là, à une reconfiguration de l'éducation des hommes et des femmes dans ce pays. Tout à fait, parce que quand ils partent, quand ils vont vivre à l'étranger, ils sont obligés de se faire à manger. En fait, c'est des gens qui sont des assistés au final. C'est des assistés et ce sont des brutes aussi. Qui exigent à leurs compagnes, leurs femmes, leurs partenaires qu'elles fassent à manger, qu'elles s'occupent des enfants. Donc, il y a vraiment
il y a vraiment une reconfiguration, Oui. comme tu dis, qu'il faut faire. Il faut faire des discussions. Écoutez, un homme n'est pas dévalorisé s'il se fait à manger. Parce que si vous mangez, vous devez pouvoir faire à manger. Si vous habitez une maison, vous devez pouvoir y faire le ménage. Ce ne sont pas des tâches qui sont uniquement destinées aux femmes. Et ta nouvelle qui a laissé une tache magnifique sur mes yeux, Emily. Je regarde ailleurs, grand-mère aussi. Quelle terre sera celle du salut? Comment arriverons-nous à nous délester de ce chagrin? Elle marche d'un pas lent, grand-mère. Elle sait qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire et qu'elle n'en verra pas le bout. Homme, je ne suis pas. Citoyen, je ne serai pas. Je me contenterai d'être une ombre dans un grand raté, une bousculade dans laquelle nous serons tous piétinés, écrasés. Au fait, tu es incapable de faire des infidélités à la poésie. En fait, Une bousculade dans laquelle je me suis dit, mais attends, mais elle me fait toujours ce coup-là, quoi. Tu sais, pour revenir à la grand-mère, il y a aussi, La figure de la grand-mère, il y a ouais. aussi un constat. Quand des gens qui sont anti-homosexuels, qui sont homophobes comme c'est pas permis, ils ont quelqu'un d'homosexuel dans leur famille parce que ça arrive. Ouais. C'est douloureux. À ce moment-là, ils se mettent à comprendre. Ils se mettent à comprendre. C'est parce que c'est pour ça que les lois doivent être justes et pouvoir servir tout le monde. Donc, quand cette personne se retrouve face à cette situation dans sa famille, elle comprend. Elle comprend jusqu'à dire certaines fois que mon fils ou ma fille, ce n'est pas un homosexuel ou une homosexuelle comme les autres. Parce que là, la grand-mère, aussi bigote qu'elle soit, elle comprend parce qu'elle aime son fils, son petit-fils. Parce que l'amour est au-dessus de ces choses-là. De ces Donc, préjugés, de ces clichés. La tolérance, c'est de l'amour, c'est une forme d'amour, d'aimer l'autre, même celui que vous ne connaissez pas. Vous l'aimez au-delà de ce qu'il représente. Donc, c'est une personne avant tout. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir comment elle dort, avec qui elle dort. Cette personne, il faut la prendre juste comme une personne, comme un être humain qui a le droit de vivre, qui a le droit d'habiter un espace, qui a le droit de travailler, qui a le droit d'aller à l'université. On ne peut pas enlever des droits à un citoyen ou à une citoyenne. Sous la base de son orientation sexuelle. De son orientation sexuelle. Voilà. Ça veut dire si cette personne, elle se découvre homosexuelle, elle sait au fond d'elle qu'elle est homosexuelle, sans jamais aller vers quelqu'un et sans jamais un passage à l'acte, on va dire. C'est ce que je trouve tout de suite, mais j'aime pas trop. Sans jamais un passage à l'acte. Mais vous ne pouvez pas dire à cette personne, je ne vais quand même pas vous donner un certificat de bonne vie et mœurs parce que vous avez l'air d'homosexuel, c'est visible que vous êtes né dans le mauvais corps. C'est horrible de dire ça à quelqu'un. Evans Wesh fait une lettre à la page 105. Il dit « Cher Evans, mets avis que la plupart des massacres, c'est-à-dire les plus grandes guerres du monde, étaient légales et ont eu la bénédiction de l'Église. Quelle est cette morale qui tue des femmes et des hommes innocents ?» Ouais. C'est bien de poser cette question. C'est dommage qu'on ne puisse pas explorer toutes les nouvelles. Je rappelle tes principaux contributeurs. Tu as Mehdi Etienne Chalmers, tu as Christophe Philippe Charles, tu as Inéma Jeudi, Guy Gérald Ménard, Jean-Eufel Milcé, Emily Prophète, Guy Régis Junior, Evelyne Trouillot, Lionel Trouillot, Evans Wesh, avec la collaboration du Centre Pen Haïti et Atelier Jeudi Soir. Le livre qui a été publié chez C3 Éditions. C3 Éditions qui est à Delma 31, c'est ça. où le livre est disponible, en face de Télé Guinée. Dans les librairies aussi. Dans les librairies, le livre est disponible. Et c'est toi qui as aussi une succursale sur Turgeot, en face de Sacré-Cœur. Voici donc, du domaine de la tolérance, un livre qu'il faut vraiment absolument lire pour apprendre à créer une sphère commune de citoyenneté. En plus, il est beau. C'est un bel objet. Ah oui, c'est un bel objet en plus. Un bel objet. Je te fais passer rapidement mon questionnaire de Proust, ma chère Emily. Dis-nous, quel est le principal trait de ton caractère? Je suis volontaire. Quelle est la qualité que tu préfères chez un homme? Aïe, ça c'est une question difficile. Aimes-tu déjà leurs difficultés? La difficulté des hommes, le fait qu'ils soient difficiles.
Non. Mais j'aime bien qu'un homme soit tendre, courtois, Élégant. et qu'il ait le regard, voilà, Ouais. qu'il ait le regard sur ce qui se passe chez sa compagne, chez ses amis. Donc ça, c'est important. Quelle est la qualité que tu préfères chez une femme? L'amitié, j'aime bien les femmes qui peuvent sortir de leur situation de femme et être tout simplement un être humain. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis? Leur fidélité, leur amitié, leur sincérité. Quel est ton principal défaut? Je n'en ai pas. Et, ah ouais, Je suis la perfection. tu m'as totalement bluffé là. Au fait, j'étais perdu pour te poser une autre question. Tu t'attends. Elle a dit qu'elle n'a pas de défaut. J'en ai pas. Ah mais c'est magnifique. Quel est le mot que tu détestes par-dessus tout? Ostracisme. Ouais. Quel est le personnage historique que tu méprises le plus? Le personnage historique que je méprise le plus, Rochambeau. Et quel est le son, le bruit que tu détestes? Le bruit des églises qui font beaucoup de bruit. Oui, s'il vous plaît. Le bruit des églises qui font beaucoup Ouais. de bruit. Tu as vu Ben oui. l'accumulation? Et quel est le métier que tu n'aurais pas aimé faire, Emily Prophète? Ah, moi, je pense que je n'aurais pas aimé être médecin. Pour ne pas, ils sont souvent en contact avec une forme de souffrance que je trouve assez insoutenable. Ouais. Et si Dieu existe, qu'aimerais-tu l'entendre te dire après ta mort? Que j'ai fait plein de bons livres. Ce serait pas mal, hein? Dieu avec sa barbe. Alors, vous avez fait de très bons livres, madame. Mes compliments. Hein? Alors, quel est ton état d'esprit actuel? Et je suis sereine, je suis en train de terminer un livre, donc c'est très prenant et il y a évidemment beaucoup de doutes, mais le doute, c'est bien d'avoir des doutes. Le doute aide à avancer. Donc quand c'est pas possible d'être absolument content de soi et de se dire ça va marcher. Donc on a des doutes. Ce doute de la création. C'est un doute nécessaire. Ouais. Oui. On va rapidement, mais vraiment très rapidement, avec fracas, rentrer dans ta petite bibliothèque personnelle. Quel livre tu souhaites recommander? Tu as 3 possibilités seulement. Recommander aux jeunes femmes, aux jeunes hommes qui te regardent maintenant. Qu'est-ce qu'ils doivent lire? Parmi les livres qui t'ont marqué, toi, particulièrement. Moi, je reviens toujours avec un livre, je ne sais pas si c'est un livre qui m'a marqué, mais définitivement, c'est Le Tunnel de Ernesto Sabato. Ouais. Et je pense que j'en ai déjà parlé ici. Donc, je reviens toujours au Tunnel. C'est un livre très court, mais autour du thème de la jalousie que je trouve extraordinaire. Donc, je recommande encore une fois Le Tunnel de Ernesto Sabato. Et je recommande aussi un très gros un pavé qui s'appelle 2686 d'un auteur chilien. C'est énorme hein, comme livre. Et on dit que c'est un livre posthume, que ce n'est pas inachevé. Absolument. Il allait encore en rajouter. Voilà, c'est un 2666 de Roberto Bolaño, qui est un écrivain chilien. Il est mort à 50 ans, mais il laisse une œuvre extraordinaire. Donc, tu restes là en Amérique latine. Je reste en Sabato, Amérique latine. nous sommes en Argentine. Et Bolaño, nous sommes au Chili. Ouais. Voilà. Et puis, pour livre haïtien, je recommande à nouveau L'espace d'un ciment de Jacques-Stéphane Alexis. Un livre qu'il faut absolument lire. Alors, je rappelle très rapidement. Et je recommande Du domaine de la tolérance. Du domaine de la tolérance. C'est nécessairement le livre à lire par ces temps qui courent. Merci, Emily Prophète. Je rappelle qu'accessoirement, tu es la directrice générale du Bureau haïtien du droit d'auteur. Merci beaucoup, D'Angelo. Merci aux téléspectateurs de Télé Caraïbes aussi. Mesdames et messieurs, Emily Prophète, c'était donc l'invité spécial, l'invité d'honneur de cette émission. Le temps maintenant de passer à la rubrique Temps Science. Nous sommes présentement dans la rubrique Temps Science de l'émission Délivrez-vous. Il s'agit à chaque sortie de l'émission de parler en 5 minutes de science. La semaine dernière, on avait planté le décor avec Maître Philippe Volman. On avait parlé d'astronomie, d'astrophysique en général. On avait campé les premiers éléments définitionnels. Et là, nous allons parler d'étoiles avec un garçon qui est passionné par l'astronomie. Il vit avec sa tête dans les étoiles. Gaël Jean-Baptiste, comment vas-tu? Le bonheur? C'est le bonheur d'Angelo, ça va très bien. Gaël, qu'est-ce qu'une étoile? Ah, c'est une très belle question. Une étoile, c'est dans la classification des significations
scientifique la plus restreinte en astronomie, une étoile, c'est un astre plasmatique qui rayonne sa lumière, la lumière qu'elle produit elle-même, ok, sous forme de spectre électromagnétique, c'est-à-dire les longueurs d'onde, soit rouge, soit bleu, soit ultraviolet, les micro-ondes, tout ça. Donc, c'est ça une étoile. Mais comment les étoiles naissent-elles? Pourquoi déjà il y a des étoiles dans le ciel? Ok, les étoiles naissent dans la conception de la naissance d'une ou de plusieurs étoiles. Il faut prendre en compte quelque chose d'extrêmement important, quelque chose que l'on appelle un nuage de gaz interstellaire. Ce nuage de gaz interstellaire va se fragmenter sur l'attraction gravitationnelle, cette force qui permet à nos pieds de rester sur Terre. Donc, à force de se fragmenter, les molécules d'atomes, les molécules de protons, etc. et d'autres matières présentes dans ce nuage de gaz interstellaire eh bien, vont donner naissance à des proto-étoiles. On n'est pas encore au stade de l'étoile. Et à partir de réactions de fusion nucléaire, eh bien, à partir aussi d'un ensemble de condensés de matière, d'explosion, tout ça, une étoile est née. Mais est-ce que les étoiles peuvent mourir? Si, certainement. Ah bon? Oui, si, certainement. Les étoiles, ça vient à la vie, ça grandit, ça évolue et aussi ça meurt. Quand une étoile meurt, après avoir passé par différents stades, eh bien, généralement, ce qui leur est réservé comme mort, c'est soit une étoile à neutrons, un pulsar, ou les étoiles s'éteignent en devenant des trous noirs. Ouais, et qu'en est-il des supernovas? Qu'est-ce que c'est? Les supernovas, c'est des étoiles qui ont explosé. Voyez-vous, la majorité de ce qui constitue l'étoile, eh bien, explose. Il ne faut pas voir l'explosion comme étant quelque chose d'assez simple. C'est vraiment une réaction en chaîne avec beaucoup d'ondes de choc. Eh bien, l'étoile expulse toute la quantité d'énergie qu'elle possède, toujours par le phénomène de l'attraction gravitationnelle. Eh bien, ça devient une supernova et on en distingue plusieurs types de supernovas, des supernovas de type 1, des supernovas de type B et même des supernovae. Mais ça arrive aussi que les étoiles explosent pour devenir soit des quasars, des pulsars, des magnétas et jusqu'à récemment des tétranovas. On sent qu'il y a beaucoup à savoir sur le monde des étoiles. Absolument. Mais dis-nous, qu'est-ce qu'il y a comme différence de principe entre une étoile et une planète? Ce qu'il y a de différence entre principe, oui, c'est le fait qu'une étoile, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un astre qui produit sa propre lumière. Alors qu'une planète, c'est un corps tellurique ou gazeux. Tellurique, c'est-à-dire fait de matière rocheuse, et gazeuse comme Jupiter, par exemple, qui est une planète à forte densité de gaz. Eh bien, l'étoile, ce qui la différencie d'une planète, eh bien, c'est le fait que l'étoile produit sa propre lumière, alors qu'une planète, elle a besoin la justement, lumière d'une étoile. par exemple, tout comme le la soleil Terre et le Soleil. est une étoile. Ouais. Donc, combien d'étoiles environ il y a au-dessus de nous là, Gaël? Ah, ça, on ne peut pas compter. Même si on devrait prendre toute une vie pour compter toutes les étoiles visibles dans la galaxie, la Voie lactée dans laquelle nous vivons et les autres galaxies jusqu'aux confins de l'univers, on n'aurait pas eu assez de temps pour compter les étoiles. Néanmoins, il y a une portion d'étoiles qui sont visibles la nuit, soit si vous vous trouvez dans l'hémisphère nord du globe terrestre, soit si vous vous trouvez dans l'hémisphère sud. Mais en règle générale, on ne peut voir à l'œil nu que 26 000 étoiles, dépendamment de là où vous vous trouvez. Et très souvent, les gens regardent le ciel et voient filer quelque chose et disent « Ah, voici une étoile filante. » Ah oui. Est-ce que les étoiles peuvent filer, Gaël Jean-Baptiste? Normalement, les étoiles, ça ne file pas. Pourquoi? Parce que si une étoile filerait, eh bien, on aurait quelque chose qui s'était déjà passé sur Terre, une extinction. Okay? Les gens voient de préférence des débris stellaires, comme on les appelle, des débris stellaires, soit des particules de stations spatiales, des satellites de communication, des GPS qui entrent dans l'atmosphère et ça laisse une traînée de poussière et de lumière sous la force de l'énergie cinétique, l'intrication cinétique même. Et donc, les gens pensent que ce sont des étoiles filantes. Mais néanmoins, il y a des pluies de météorites. Il y a des pluies de météorites. Les météorites, ce sont des corps qui constituent une grande partie du système solaire, de l'univers même. Donc, les météorites, quand elles viennent à la rencontre de notre atmosphère terrestre, eh bien, ça donne l'illusion, c'est une projection de l'idée, de la mémoire. Alors,
De l'imagination. De l'imagination, donc que ce sont des étoiles, mais en réalité, les étoiles, ça ne file pas. Mesdames et messieurs, c'était donc Gaël Jean-Baptiste. Vous avez tout de suite compris la chose. C'est un amateur d'astronomie, d'astrophysique. Et dans 2 semaines, Gaël reviendra pour vous parler de science, pour vous parler d'astronomie. Merci Gaël. Merci D'Angelo. Allez, que vivent les étoiles. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à l'équipe technique qui me soutient et qui me permet de vous la proposer une fois par semaine. Il s'agit de Guito, il s'agit d'Emmanuel, il s'agit de Fekier, il s'agit de Mano, il s'agit de Jimmy, il s'agit d'Alphonse, il s'agit de Barreau, il s'agit d'Émilie. C'est une équipe immense qui me permet de vous proposer cette passion du livre, cette passion de la connaissance. Cette émission qui est soutenue par la Direction nationale du livre. Mesdames et messieurs, être intelligent n'a jamais tué personne. Charbonnez votre intelligence. Dans le monde, il doit y avoir 2 êtres, des livres et vous.